Je m'appelle Justin Boissonnier-Ponce et je suis guide conférencier au service Pays d'Art et d'Histoire. Et avec ma collègue et chef de service Viviane Rajo, nous allons vous faire découvrir nous avons été invités à vous faire découvrir des sites un peu particuliers en lien évidemment avec les centres de soins, donc liés avec les sites de la date. Donc, hop là, on vous a préparé un petit PowerPoint qu'on va vous partager de sorte à pouvoir correctement vous faire découvrir cela. Hop là, j'espère que vous voyez correctement ce petit PowerPoint. Donc, on va se proposer avec Viviane de vous faire découvrir deux sites particuliers en lien avec la date, qui est donc les deux centres de suite et de soins, la réadaptation. C'est SSR, je ne sais plus exactement dans quel sens ça va, mais en tout cas, les initiales sont les bonnes. Donc, on va commencer avec le centre des Baumes, que je vais vous présenter d'un point de vue historique avant tout, en tout cas ce que l'on sait de l'histoire du centre des Baumes, assez rapidement. Et ensuite, on passera au site de la Baume d'Austin qui vous sera présenté par Viviane Rajo. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai en charge de vous présenter ce que l'on a longtemps appelé Baume-les-Bains. Voilà, donc il faut savoir que nous avons été station thermale à Valence. Baume-les-Bains, c'est Valence, c'est un des quartiers de Valence qu'on appelle quartier des Baumes, et que un temps, pendant l'exploitation justement de ce lieu, on a appelé Baume-les-Bains. C'est un peu la terminologie qu'on lui donnait à une époque où cet espace était un espace de bain thermo-résineux. Alors vous voyez, on a une image ancienne pour ceux qui connaîtraient le site, qui est une image qui présente en fait les bâtiments originaux avant les diverses modifications qui ont été opérées. Et cette image qui date du début du XXe siècle nous montre quand même, nous permet de voir un quartier qui est un peu éloigné de toute urbanisation. Et ceci le restera pendant très très longtemps, hein, parce que l'urbanisation des quartiers des Baumes, Fontlosier, etc., va véritablement intervenir qu'après la Première Guerre mondiale, entre deux guerres, on commencera à aménager cet espace véritablement. Donc, ce site de Baume-les-Bains, il va s'installer dans un espace, un cadre totalement naturel, qui est un point absolument essentiel pour la compréhension du lieu et de l'exploitation qui va y être fait, c'est-à-dire une exploitation de ce qu'on appelle les bains thermo-résineux. Donc ça rentre dans un cadre général qui est le cadre du thermalisme et de soins particuliers dès la fondation du site en 1865. Et thermo-résineux, donc ce terme fait appel à deux notions, la notion de chaleur et la notion de résineux. Et quand on parle de résineux dans ce cadre-là, c'est en fait l'exploitation d'un arbre qui s'appelle le pin mugot, dont on extrayait à la base un produit qui était de la poix, mais nous, ici, pour le traitement, on ne va pas se servir de la poix, on va se servir d'une autre spécificité de ce pin mugot et de l'extraction de la poix, c'est-à-dire qu'au moment où on extrayait la poix du pin mugot, eh bien, il y avait une partie volatile qui s'en allait, qui était de l'essence de térébenthine. Et on va tout simplement se servir de cette essence de térébenthine pour soigner les gens. Voilà l'utilisation. Donc, on se sert justement, comme je viens de vous le dire, de cet arbre dont vous avez une petite image ici qui s'appelle donc le pin mugot. Alors, on appelle aussi le pin à crochet, hein, voilà, puisque quand le fruit grossit, eh bien, il forme en partie supérieure, son excroissance se recourbe légèrement, formant un petit crochet qui explique ce nom de pin à crochet ou pin mugot. Et le pin mugot était un pin qui était notamment exploité en Drôme dans le Diois. Voilà. Et pourquoi on exploite le pin mugot? Tout simplement pour en extraire, comme je venais de vous le dire, de la poix. Voilà. Alors, cette poix, elle servait notamment au calfeutrage des bateaux. Hein, donc, il y avait une véritable activité qui était menée qui a eu lieu pendant très très longtemps, en réalité jusqu'au 19e siècle approximativement, où on extrayait l'écorce du pin mugot et on la mettait dans ce qu'on appelait un four à poix. Alors, le four à poix, c'est ce que vous avez sur le côté. Voilà, c'est ce que vous voyez ici, c'est une tour hein, que vous avez là. Il y a encore quelques fours à poix qui sont visibles dans le Diois maintenant,
même s'ils sont un peu cachés par les arbres, mais vous en avez toujours, voilà, toujours visibles. En fouillant un peu, en cherchant un peu, vous pouvez en retrouver ces grandes tours qui sont au milieu des forêts et qui servaient justement à l'extraction de cette fameuse poix. Voilà, donc on mettait cette tour à chauffer et en partie inférieure, on mettait des petites planchettes de bois qu'on avait extraites, des morceaux d'écorce qu'on installait en fagot une fois qu'on avait atteint une certaine température. Et la température intérieure de cette tour, qui était structurée de sorte à conserver la chaleur, évidemment, il faisait à peu près, faisait plus d'une centaine de degrés à l'intérieur, hein, quand on y mettait les petites planchettes. Et quand je dis on, évidemment, je ne parlais pas de moi, mais je parle des péguiers, qui sont ces personnes qui donc plaçaient à l'intérieur ces planches et avec, sous l'effet de la chaleur, tout simplement, on extrayait la poix qui sortait naturellement de ces morceaux de pain mugot. Et c'est cette poix qui, une fois extraite, servait justement au calfeutrage parce que en réalité, c'était quelque chose de relativement évidemment qui permettait de rendre les bateaux hermétiques, mais la chaleur facilitait tout simplement la récupération de cette poix. Et au moment où on fait chauffer ces planchettes de pain mugot, ces fagots de pain mugot, eh bien, dans le même temps, il y a une réaction qui va se mettre en place qui fait que eh bien, vous allez avoir une substance volatile hein, qui va s'en aller, et c'est ce qu'on appelle l'essence de térébenthine. D'accord. Alors, évidemment, ce que je vous explique, c'est ce qu'on sait, je le fais de façon assez simplifiée, mais c'est ce qu'on sait aujourd'hui de ce fameux pain mugot. Et j'utilise des terminologies actuelles, mais évidemment, pendant très très longtemps, on ne savait pas trop d'où cela venait. On connaissait éventuellement les propriétés, mais on ne savait pas d'où est-ce que cela venait. Voilà. Et donc, l'intérêt que va présenter cette exploitation d'un point de vue scientifique va être réactivé à la fin du XVIIIe siècle, justement par une légende qui va apparaître dans le Diwa d'un de ces péguiers, justement. Hop là, alors attendez, je suis désolé, je dois faire rentrer des gens. Boum, je reviens. Bon, tout le monde est revenu. On est reparti. D'un de ces péguiers, justement, comme je vous disais, qui avait eu une difficulté, c'est-à-dire que c'était un monsieur qui était relativement âgé a priori et qui commençait à avoir des problèmes de santé, sciatique, gouttes, etc., d'après ce qu'on nous explique. Et comme il n'était plus en capacité d'aller couper du bois et d'aller extraire justement ces fameuses écorces, eh bien ses collègues très gentiment lui avaient donné pour mission d'aller mettre les planchettes à l'intérieur des fours. D'accord? Voilà, c'est-à-dire de garder la tour, de se mettre à proximité, il recevait les fagots de bois et ensuite sa mission était d'aller placer ces fagots de bois à l'intérieur de la four. Donc, voici cette fameuse situation et on va observer, ses collègues vont assez rapidement observer que au fur et à mesure qu'il fait cette opération, eh bien, son état de santé va s'améliorer. Et donc, on va s'apercevoir, ou en tout cas, on va faire très vite le lien entre la proximité de ce four à pois et donc de la fumée et de l'odeur particulière qui en ressortait et l'amélioration des conditions de santé. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de la fin du XVIIIe siècle, eh bien, les personnes qui étaient malades de rhumatisme, de sciatique, etc., eh bien, commençaient à aller faire un tour dans le Diois et eh bien, les péguiers faisaient payer pour rentrer dans les tours. C'est-à-dire qu'on montait jusqu'au sommet de la tour, et une fois qu'on était au sommet de la tour, il y avait un escalier, une échelle, et les personnes qui voulaient guérir de leur maladie eh bien, descendaient l'échelle, passaient entre 5 minutes et un quart d'heure à l'intérieur à l'intérieur du four à pois. Et puis, une fois qu'ils en ressortaient, eh bien, nécessairement, ils étaient guéris, ou en tout cas, leur situation allait bien mieux.
Et donc, c'est ça qu'on va observer. Et c'est ça dont on va se servir, surtout avec l'avènement d'un homme qui s'appelle Victor Esprit Fort. Et Victor Esprit Fort, justement, est malade. Voilà, il cumule un certain nombre de maladies. Il a la goutte, il a la sciatique, il a des rhumatismes. Voilà, bingo chez lui, il a tout. Et donc, eh bien, après avoir essayé de nombreuses choses, eh bien, il tente l'aventure du four à pois. Et ça va lui être excessivement bénéfique. Nous sommes en 1849 et il est tellement fasciné par cette technologie qui est relativement récente, en tout cas reconnue de façon assez récente uniquement par les instances médicales, et il décide tout bonnement de proposer, de fonder un établissement à Valence, en estimant que Valence présentait un grand intérêt. Nous sommes en 1865. En 1855, c'est la mise en place, le début de la mise en place du chemin de fer à Valence, qui évidemment va considérablement améliorer l'accessibilité de Valence, du moins par le train. Puisqu'il existait déjà des établissements, mais les établissements qui étaient nés justement de cette pratique ancienne dans le Diois se trouvaient dans le Diois, donc beaucoup moins accessibles. Donc en 1865, notre cher Victor Esprit Fort décide de fonder un établissement à Valence. Il achète tout un ensemble de bâtiments, dont le bâtiment que vous avez à l'avant de l'image. Sur cette image, vous voyez donc cette maison en pierre apparente. Eh bien, c'est le bâtiment initial, voilà, celui qui va être acheté par Victor Esprit Fort et qu'il va transformer de sorte à recevoir des personnes afin de leur proposer un traitement en lien avec ce qu'on appelle les bains thermorésineux, donc chaleur nécessaire à l'extraction de la poix et de l'essence de térébenthine. Donc, il achète ce bâtiment et il faut bien reconnaître qu'il va avoir un succès relativement important, cet homme, donc ancien marchand de dentelle, fait donc partie de la bourgeoisie, la bourgeoisie locale, la bourgeoisie valentinoise. Il avait un commerce dans la Grande Rue, à Valence, et donc il se lance dans cette nouvelle aventure qu'est la fondation de ce fameux établissement. Tout l'intérêt de s'installer à Valence, c'est qu'à Valence, il y a deux docteurs qui ont beaucoup travaillé sur les bains thermorésineux, le docteur Benoît et le docteur Chevandier. Si vous connaissez Valence, vous savez qu'il y a une rue près de la gare, justement, qui s'appelle la rue Chevandier. Et ça vient de ce fameux docteur, donc un docteur qui a beaucoup travaillé à la popularisation de cette technique et qui va justement participer énormément à la reconnaissance de ce nouveau système de soins à travers les bains thermorésineux. Et donc, évidemment, c'est avec leur collaboration qu'il va pouvoir développer cette activité que vous avez ici matérialisée. Alors, comment fonctionne un soin dans des bains thermorésineux? Eh bien, ça passe par trois activités, trois types de traitements, on va dire. Donc, la première chose à prendre en compte, ce sont ce qu'on appelle des fumigations. On va traiter les uns après les autres chacun des éléments. Donc, trois parties. Fumigation en 1, hydrothérapie en 2, avec des jolies petites douches écossaises, et puis de l'eau minérale, puisque à Valence, nous avons failli, je vais revenir là-dessus, nous avons failli avoir notre propre eau minérale. Vous me pardonnerez le X qui n'a rien à voir ici, donc de l'eau minérale. Qu'il fallait boire, un petit peu comme ce que l'on fait aujourd'hui, quand on fait des cures thermales, on est sur le même principe. Voilà, donc trois activités au sein d'un même traitement. Donc, la première activité, c'est ce que l'on appelle les bains térébenthinés. Alors, les bains térébenthinés, comment ça marche? Eh bien, tout simplement, c'est basé sur le même principe que les fours à pois. C'est-à-dire que dans la nuit, on met en place dans la partie basse de l'établissement. Si vous connaissez un peu l'établissement, vous savez qu'il y a une partie qui sert notamment de salle de jeu, qui est
Et juste à côté de cette partie qui sert de salle de jeu et salle d'exercice, eh bien, vous avez un petit couloir. Et dans ce petit couloir, au niveau de ce petit couloir, il y a une porte qui est constamment fermée aujourd'hui. Et derrière cette porte métallique, qui est l'image que vous avez sur votre gauche, eh bien, se trouve la partie basse du four. C'est-à-dire que pendant la nuit, on faisait chauffer avec des fagots, tout simplement, avec du bois, on faisait chauffer cette partie basse du four jusqu'à lui faire atteindre une température qui variait entre 60 et 80 degrés. Une fois qu'on a atteint cette température, le revêtement du four permettait à la température d'être conservée pendant plusieurs heures. Et en réalité, le temps de faire chauffer la pièce, etc., eh bien, on en avait pour toute la nuit. Et le chauffage de la pièce s'opérait jusqu'à peu près 7 ou 8 heures du matin. Bon. Une fois qu'on a fait chauffer tout ça, on enlève les cendres. La chaleur est maintenue à l'intérieur. Et à la place des cendres, eh bien, on va placer des petits fagots de pain mugot. Donc, c'est exactement le même principe qu'un four à pois, mais version médicale et industrielle, j'allais dire. Donc, on met les fagots à l'intérieur et sous l'effet de la chaleur, bien, dès que effectivement, les écorces atteignent une température autour de 70-80 degrés, eh bien, il va y avoir le même phénomène que ce que l'on a observé dans les fours à pois, c'est-à-dire de la poix qui va sortir, qui ne va pas du tout nous intéresser, mais surtout, il va y avoir de l'essence de térébenthine qui va surgir ou sortir en fait de cette fameuse extraction. Et de là, en partie supérieure du four, il y a un système de clapet, tuyauterie, etc., qui permettait de conduire cette essence de térébenthine vers des salles qu'on appelle des salles de fumigation. D'accord? Alors, vous avez deux images qui illustrent cette activité-là. Vous avez une image ancienne où on voit justement des personnes qui sont en train d'être soignées. Donc, vous voyez le principe. Là, nous sommes à l'étage. L'essence de térébenthine est conduite par des canalisations jusqu'à la salle de fumigation. Vous remarquez en partie basse qu'il y a une grille par laquelle justement va sortir cette fumée d'essence de térébenthine et qui va totalement envahir la pièce. Et une fois qu'elle a envahi la pièce, on fait rentrer un certain nombre de patients par petits groupes. Voilà. Et là, on en voit 4, ça allait jusqu'à 6 ou 8, ça dépendait des salles de fumigation. Et donc, ils y restent à peu près un quart d'heure, une demi-heure, pour justement respirer tranquillement cette essence de térébenthine qui était censée les soigner. Alors, cette pièce que vous avez en gravure, elle existe toujours. C'est un des secrétariats du centre des baumes. Voilà. Donc, vous pouvez encore observer, alors même si la grille qui est en dessous n'est plus visible, on retrouve quand même, on voit assez facilement la structure de cette salle de fumigation. Donc, le voûtement est à peu près le même. On voit que c'est organisé justement, c'est construit avec des briques qui avaient évidemment vocation à maintenir la chaleur à l'intérieur. Et puis, vous remarquez aussi, toujours visible, cette très très belle grille qui est en partie supérieure, voilà, qui permettait tout simplement l'extraction de la fumée. C'est-à-dire qu'une fois que la fumigation était terminée, eh bien, il fallait faire ressortir cette fumée, et donc ça passait par la grille que vous avez au-dessus. Vous remarquez sur le côté aussi qu'il y a une petite chevillette qui est là. Voilà. Donc, on tire sur la chevillette, et ça permettait d'ouvrir des clapets, justement, pour permettre l'évacuation de cette fameuse essence de térébenthine. Voilà. Alors, autant vous dire que humer de l'essence de térébenthine, ce n'est pas forcément ce qu'il y a aujourd'hui de mieux pour la santé, dans le sens où c'est quelque chose qui doit être aujourd'hui très, très contrôlé, bien plus contrôlé que ça ne l'était à l'époque. On continue à le faire, il y a des sites thermaux comme Dax, par exemple, qui continuent à prodiguer des soins de bains thermaux, voilà, de bains térébentinés. Par contre, aujourd'hui, c'est très, très contrôlé et bien plus que ça ne l'était à l'époque. Et ce qu'on avait observé, notamment, c'était que ça fatiguait énormément les gens. Voilà. Le principe est simple, c'est-à-dire qu'avec la chaleur, je vais vous expliquer que, évidemment, avec la chaleur, les pores de la peau s'ouvrent, ce qui facilitait évidemment l'entrée des propriétés de l'essence de térébenthine à l'intérieur du corps. Ça avait des effets sur un certain nombre d'organes, à commencer par les reins, qui étaient beaucoup traités
du côté de Baume-les-Bains. Donc, nous avons ici ce principe extrêmement fatigant. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'ils sortaient de cette fameuse demi-heure de bain à l'intérieur de cette salle de fumigation, ben, il s'agissait de les revigorer un petit peu. Hein, voilà, donc l'étape suivante, c'était l'hydrothérapie qui suivait. Alors, on leur laissait un petit temps de repos, quand même. Hein, et puis, ensuite, eh bien, on leur proposait de l'hydrothérapie. Alors, plusieurs formes de douches pouvaient exister, plus ou moins chaudes, ces douches. Il y avait notamment, on avait des salles de douche écossaises, donc des douches très très froides, qui avaient évidemment pour intérêt de revigorer un petit peu ce corps fatigué. On avait observé au fur et à mesure qu'on étudiait un peu la technique que notamment ça pouvait provoquer des carences, notamment en fer. Donc vous voyez que c'était quelque chose sur lequel il fallait faire très très attention. Donc, il y avait des salles d'hydrothérapie, des salles de douche qui existaient. Alors, on n'a pas encore réussi à localiser avec précision sur le site même de Baume-les-Bains où pouvaient se trouver ces salles d'hydrothérapie, mais elles avaient le mérite d'exister. Et puis, le dernier élément, c'est l'eau minérale, donc sur une fontaine qu'on appelle la fontaine de Restitut, et de là sortait une eau donc qui faisait partie du traitement. Hein, voilà. Si vous regardez ce plan qui est sur le côté, que je vous ai mis sur le côté, vous avez ici un plan qui date du XVIIIe siècle, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et qui montre le quartier de Fontlosier, quartier des Baumes, quartier de Fontlosier. Donc, le quartier de Fontlosier et des Baumes, il est de ce côté-là, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le quartier Victor Hugo, Valence Sud, etc., que vous avez de ce côté. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas grand monde, quand même, sur cette partie-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, un espace qui était très isolé. On remarque sur ce plan, ce que je vous montre ici, qui est la Maladière, qui est justement un espace où l'on pouvait mettre des gens en quarantaine. Historiquement, le quartier des Baumes était un quartier où l'on mettait les gens en quarantaine, dans le sens où, à la fin du 19e siècle, lorsqu'en 1884, une épidémie de choléra sévit en France, et notamment à Valence, eh bien, les personnes qui étaient touchées par cette maladie étaient mises en quarantaine. On avait construit des baraquements dans le quartier des Baumes pour pouvoir mettre en quarantaine les personnes touchées par le choléra. Donc, ça a pendant très très longtemps été un espace de confinement que ce quartier des Baumes. Voilà. Mais la raison pour laquelle je vous montre ce plan, c'est surtout pour la matérialisation ici de ce cours d'eau. Voilà. Donc, c'est ce cours d'eau qui nous intéresse, c'est ce cours d'eau qui va alimenter en eau minérale. C'est un cours d'eau qui était différent de l'eau qui alimente les canaux de Valence. Ce n'est pas du tout la même eau, ce sont des eaux qui ont été étudiées et analysées à la fin du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle, et leurs propriétés sont excessivement différentes. Donc, on sait que ce sont des eaux qui ne venaient pas du même endroit. Ce ne sont pas les eaux qui alimentent aujourd'hui les canaux qui alimentaient ce petit ruisseau que vous avez ici. D'accord ? Il y avait notamment des propriétés en sels minéraux qui étaient différentes. La dureté de l'eau était aussi différente. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est justement sa teneur en sels minéraux qui, bien justement, participait à l'amélioration de la santé des patients qui séjournaient dans le centre des Baumes. Donc, cela faisait partie aussi de leur traitement que de venir jusqu'à cette fontaine pour boire de l'eau dans la fontaine que vous avez ici. Donc, cette source qu'on appelle la source de Restitut, qui justement a failli être une eau minérale, dans le sens où, évidemment, au début du XXe siècle, lorsqu'on a souhaité faire évoluer ce centre, eh bien, on s'est dit qu'on pouvait faire comme les autres stations thermales, c'est-à-dire proposer de l'eau minérale, et pour ça, il fallait que ce soit analysé de façon plus précise. Bon, ça ne s'est pas fait, voilà, parce qu'il y a eu quelques petites discussions sur justement cette teneur en eau, en sels minéraux, en tout cas les propriétés de cette fameuse eau, qui a fait que finalement la famille Faure a abandonné l'idée de transformer cette eau ici en eau minérale. Alors, aujourd'hui, c'est une eau qui est assez compliquée à obtenir, tout simplement parce que la Seconde Guerre mondiale est passée par là,
et qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, les nazis ont eu la très très bonne idée de faire exploser des trains de nitroglycérine au niveau du quartier de la Cécile, et que ces trains de nitroglycérine ont très très bien explosé. Et ils ont tellement bien explosé que ça a eu quand même une déflagration énorme qui a atteint jusqu'au quartier des Baumes, et eh bien, le centre des Baumes a été touché, dans le sens où les vitres ont explosé, il y a des murs intérieurs qui se sont effondrés. Voilà, donc une déflagration que vous pouvez imaginer comme assez impressionnante. Et en fait, à la suite de cette déflagration, il y a eu des mouvements de sol qui ont bouché la source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette source, elle ne ressort quasiment plus, hein, et que donc on ne peut plus l'exploiter en tant que source minérale, ou en tout cas pour améliorer la santé des gens. Alors, voilà, hein, donc ce centre des Baumes, il servait à beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on en fera la publicité, mais vous voyez qu'il avait cette capacité extraordinaire de soigner énormément de maladies, hein, puisque suivant la publicité que le centre faisait au début du XXe siècle, eh bien, parmi les maladies qui étaient traitées, il y avait les rhumatismes, la goutte, le lumbago, névralgie, donc maladie des nerfs, sciatique, maladie des voies respiratoires, laryngite, bronchite, asthme, maladie de la peau, diabète, maladie des voies génito-urinaires, voire choléra et rage. Donc c'était un traitement qui marchait, selon eux, excessivement bien, hein, et qui pouvait soigner énormément de choses. À tel point que le taux de réussite était absolument extraordinaire, un taux de réussite à 99,5%. Voilà, que 0,5% d'insuccès pour ce traitement, donc absolument extraordinaire, que ce traitement par les bains thermorésineux, comme en faisait la publicité. Donc, les séjours duraient entre 18 et 21 jours, voilà, un petit peu comme aujourd'hui, hein, un séjour en station thermale dure 18 jours, hein, pour être un séjour conventionné, donc on est à peu près sur les mêmes temps. Effectivement, les traitements, un peu comme aujourd'hui, se faisaient le matin et le soir, ils avaient un temps qui était un peu plus libre. Donc, ils étaient traités 6 jours sur 7. Le seul jour où ils n'avaient pas de traitement, ils n'avaient pas de bain thermorésineux ou de bain térébenthine, c'était le jour de la purge. Donc, évidemment, on ne pouvait pas tout faire. Donc, 6 jours sur 7 pour le traitement et les bains térébenthinés. Et pour y accéder, évidemment, un service d'omnibus, la petite charrette que vous avez ici, la petite diligence qui partait de la gare. Une fois que les clients arrivaient en train, il y avait cette petite diligence où il y a marqué bain thermorésineux, hein, voilà, qui partait en direction du centre des Baumes avec les valises des futurs pensionnaires. Alors, cette petite diligence les attendait en face de la gare, là où vous avez, je crois qu'il vient d'être rénové, il y avait un café qui était en face, voilà, un très beau bâtiment du 19e siècle, voilà, c'est à cet endroit-là qu'attendait la diligence pour amener les gens, et cette même diligence pouvait amener les gens en ville l'après-midi si nécessaire. Voilà. Donc un vrai espace de villégiature, hein, dont vous pouvez remarquer et noter l'expansion. Hein, en 1918, vous avez donc le bâtiment ancien, le bâtiment originel, auquel va très vite s'adjoindre à la perpendiculaire un hôtel, justement, pour pouvoir recevoir les pensionnaires. Et puis, voilà, au fur et à mesure, ils acquièrent un certain nombre d'espaces. Donc, tout ce que vous voyez en partie basse de l'image faisait partie de l'établissement thermorésineux et hydrothérapique de Baume-les-Bains. C'est-à-dire qu'on avait l'hôtel, le centre de traitement, en partie basse, cette petite maisonnette longue, là, ça c'est un restaurant qui se trouvait juste à côté d'un vélodrome. Voilà, d'où le nom du quartier qui est juste à côté des Baumes, qu'on appelle le quartier de l'ancien vélodrome. Eh bien, c'était le vélodrome de Baume-les-Bains, hein, qui était ici, qui faisait... c'était un vélodrome ovale qui, dans son diamètre le plus long, faisait 333 mètres.
voilà, sur 65 mètres de large, pour vous donner un ordre d'idée. Et cet espace eh bien, avait tout simplement vocation à proposer des activités pour les après-midi, pour les personnes qui étaient en villégiature ici. Donc, il y avait des courses de vélo, mais aussi, c'est ici qu'on a eu des spectacles de corrida, puisqu'à Valence, nous avons eu la corrida qui est venue jusqu'à nous. Nous étions au début du XXe siècle. Donc, il y avait une énorme quantité d'activités proposées sur ce site. Alors, malheureusement, je vais très vite parce que je vois que je suis beaucoup trop bavard. Malheureusement, c'est un espace qui va décliner entre deux guerres, en réalité, progressivement. Hein, voilà, c'est quelque chose qui va décliner au début dans la première moitié du XXe siècle. Et entre deux guerres, en réalité, c'est un espace qui disparaît dans les années 1930 à peu près, début des années 1930. Le lieu va péricliter, tout simplement parce que c'est un site qui progressivement n'est plus adapté, c'est-à-dire qu'il ne va pas travailler à maintenir un niveau médical suffisant, et puis surtout la technique des bains térébenthynés commence à être un petit peu décriée. Et dans le même temps, c'est un fonctionnement qui s'opérait tellement bien que dans la Drôme et en Ardèche, il y en a eu énormément. Pour ne prendre qu'un seul exemple de bains thermorésineux, et j'allais dire le concurrent direct de Valence, c'était celui qui se trouvait à Saint-Péray. Vous avez aujourd'hui une maison de retraite à la place. Voilà. Et donc, ces bains thermorésineux de Saint-Péray, qu'on appelle la résidence des bains aujourd'hui, eh bien, il avait été fondé par un homme qui s'appelait Fortuné Roche. Et Fortuné Roche, tout simplement, c'était un ancien employé de Victor Fort qui avait construit sa propre structure à Saint-Péray. Voilà. Donc, malheureusement, c'est un espace qui disparaît. Cette activité, en tout cas, pour être remplacée progressivement par les écoles des baumes. Voilà. Donc, il faut savoir en réalité que c'est ici qu'intervient l'ADAPT, c'est-à-dire que l'ADAPT est une association à l'origine, c'est une ligue plutôt qu'une association, qui avait été fondée entre deux guerres en 1929 et qui avait vocation justement de permettre aux personnes qui étaient malades eh bien, de pouvoir se réinsérer dans la société via le travail. Hein. L'origine du terme l'ADAPT, ça veut dire Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail. Voilà. Et donc, cette ADAPT va s'installer ici pendant la guerre, en 1941. L'ADAPT était installée originellement à Paris, mais à cause des événements, ils vont fuir Paris et ils vont chercher un endroit pour pouvoir renaître et se réinstaller et se développer à nouveau. Et ils vont avoir l'occasion de s'installer ici à Valence, dans ces lieux qu'ils vont devoir totalement réaménager et restructurer parce qu'il avait été abandonné depuis une dizaine d'années. Donc, un travail énorme va être mis en place. Et en réalité, la mission qui va être donnée à ce site à ce moment-là, c'est justement de recevoir des personnes qui étaient touchées par la tuberculose, des jeunes filles touchées par la tuberculose, et de leur donner une éducation, en tout cas de leur donner un enseignement de sorte à pouvoir justement, malgré leur maladie, se réinsérer dans la société via le travail. Et donc, on recevait ici des jeunes filles qui recevaient un enseignement, une formation. C'était ce qu'on appelle une école ménagère à l'origine. Hein. Donc, une école ménagère. Et ici, dans un premier temps, on formait de nombreux métiers qui étaient des formations médicales comme le métier d'infirmière, mais aussi les sténos, on retrouvait aussi la couture, etc. Et puis, on va aussi former ici des jeunes filles à la pratique horlogère, voilà, hein, avec l'aide de Bois-Mondo, hein, qui est une institution qui était célèbre dans l'horlogerie à Valence. Voilà, mais ça, ce serait une toute autre histoire. Vous parlez de Bois-Mondo, qui est aussi une institution très importante dans l'histoire de Valence. Donc, dans un premier temps, ils sont en location, et puis en 1961, ils vont acquérir le bâtiment grâce à l'argent qui va être donné notamment par une famille, qui est la famille Guichard,
Et la famille Guichard, eh bien, c'est la famille de Casino. Voilà, donc c'est la famille de Casino, des supermarchés, qui va donner une somme d'argent de sorte à aider à l'acquisition de ce centre que vous avez ici. Voilà. Donc, au fur et à mesure, l'ADAPT va évoluer dans son activité ici. C'est-à-dire, dans un premier temps, elle va avoir une vocation formatrice, d'abord pour des jeunes filles qu'elle va former à des métiers donc de la médecine, dactylographie, couture, etc., secrétariat, etc. Et puis, progressivement, eh bien, ils vont se tourner uniquement vers les enfants, avec donc, ce qu'on appelle l'école des baumes qui s'installe à ce moment-là. Et puis, on va dire qu'on va terminer avec l'activité actuelle de centre de suite qui va être proposée dans un dernier temps. Voilà, donc il va y avoir une évolution qui va se mettre en place jusqu'à obtenir ce qu'on a aujourd'hui. Donc, l'école des baumes, vous voyez, on retrouve donc ici l'image. Donc, l'information de sténodactylographie qui est visible sur cette image à gauche et à droite, la formation en logère, visible aussi sur cette fameuse photo. Alors, c'est ici que je vais passer la main à ma collègue qui va vous parler du deuxième site, qui est donc le site de la Baume d'Austin. Oui. Bonjour à tous, tout le monde m'entend? Oui. Bon, très bien. Alors, moi, merci beaucoup, Ghislain. Hein. Donc, c'est Ghislain qui va rester à la manipulation du PowerPoint. On a trouvé que finalement, c'était plus simple. D'ailleurs, c'est aussi lui qui l'a en grande partie réalisé avec les images qu'on lui a communiquées. J'ai deux petites choses à dire en introduction. La première, c'est que en fait, cette présentation en visioconférence n'était pas vraiment prévue comme ça au départ. L'idée qu'on avait eue avec le service Pays d'Art et d'Histoire, c'était de proposer un café patrimoine, puisqu'on propose régulièrement des cafés patrimoine dans les communes, qui peuvent être soit sur le patrimoine en général des communes, soit sur une thématique particulière propre à une commune. Et il se trouve qu'on a fait 2 tentatives depuis 1 an, mais compte tenu de la situation, bien évidemment, il paraît peu envisageable de se retrouver tous dans une pièce à échanger autour de l'histoire ou des souvenirs qu'on peut avoir sur un site. Donc, au final, plutôt que d'annuler une 3e fois, on s'est dit qu'on allait transformer ce café patrimoine en séance de visio et une présentation sur le site. Ce qui fait qu'en fait, au départ, nous, l'idée, c'était plutôt qu'on échange avec des gens qui travaillaient sur le site, notamment de la Baume d'Austin, notamment, mais pas que, puisqu'on en avait déjà fait à la Baume, au centre des Baumes de Valence. Mais à la Baume d'Austin, l'idée, c'était d'échanger avec des gens qui vivaient là depuis longtemps et qui connaissaient le site et qui l'avaient fréquenté et avec lesquels on pouvait partager et recréer un peu cette histoire. Du coup, là, on a procédé un peu différemment. C'est nous qui sommes allés rechercher un peu des éléments d'histoire. Et j'en profite donc pour dire la deuxième chose qui était importante, c'est de remercier finalement toutes les personnes qui nous ont communiqué de la documentation, et notamment la mairie de la Baume d'Austin qui nous a beaucoup aidés. Et notamment, je remercie Madame Pelou-Praillet qui est présente à cette visioconférence et qui nous a communiqué les documents. Et elle va retrouver d'ailleurs des photos qu'elle nous a envoyées qui vont alimenter cette présentation. Ce qui veut dire que cette historique de la Baume d'Austin, du centre de convalescence de la Baume d'Austin, il est vraiment en cours de réalisation. On n'a pas suffisamment aujourd'hui d'étapes de recherche scientifique menées sur le site par le biais des archives et autres types de documents pour pouvoir faire une grande conférence qui soit exhaustive et qui reprenne tout l'ensemble du site. Mais voilà, quelques éléments qui vont alimenter cette présentation. Et notamment l'affiche du Père Pérolier, nous, le Père Pérolier, on le connaît bien, c'est un prêtre qui a beaucoup travaillé sur tout le territoire de la Drôme, et notamment sur les églises, sur le patrimoine des églises, et qui du coup a travaillé sur la Baume d'Austin, puisqu'on avait les sœurs de la Charité qui étaient là et il a travaillé sur la chapelle. Voilà, on a ce fond-là, on a quelques éléments qui nous viennent des archives des sœurs de Saint-Vincent de Paul, j'en parlerai un petit peu après, et puis quelques éléments qui nous viennent des archives diocésaines. Mais au final, il manque quand même énormément d'éléments. Du coup, ça veut dire que c'est une recherche qui s'ouvre. Voilà, alors on espère que dans quelques temps, on pourra faire quelque chose de beaucoup plus construit et de plus exhaustif sur cette histoire.
histoire. Alors, cette première image est intéressante parce qu'elle nous montre sur la gauche le site de la Baume d'Austin tel qu'il était quasiment, on va dire peut-être pas à l'ouverture, mais peu de temps après l'ouverture du centre, ce centre même qui a ouvert en 1953. Donc là, on a une photo des années 50. Et vous avez le petit village de la Baume d'Austin qui est sur la gauche, dont on distingue bien le clocher. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le site est très différent puisqu'on a beaucoup plus d'habitations, mais il faut imaginer qu'au moment de la création de cet établissement, on joue beaucoup sur le fait qu'on est à 210 mètres d'altitude, dit-on. Donc, ça doit être à peu près l'altitude du centre, précisément, et qu'on est sur cette pente douce qui descend des piémonts du Vercors et qui va jusqu'à la rivière de l'Isère. Pour situer, pour les gens qui ne connaissent pas trop la situation de la Baume d'Austin, il faut se dire qu'on est à la hauteur à peu près de Romans, une petite dizaine de kilomètres à l'est de Romans, au nord-est de Romans. Voilà, pour situer pour les gens qui ne connaîtraient pas. Et on a, si on va sur la gauche, face et gauche de la photo, on tombe sur la rivière Isère. Donc voilà, cet espace naturel, très bel espace, et qui a été aménagé. Alors le centre lui-même a été aménagé sur un site qui s'appelle La Forêt. C'était le hameau dit de La Forêt, et c'était un hameau qui était propriété d'une famille dont je vais parler. Donc Ghislain, l'image suivante. Voilà, je le rattache directement à Catherine Labouret, qui n'a rien à voir avec la Baume d'Austin, mais c'est important parce que c'est le centre de la Baume d'Austin et Catherine Labouret, puisqu'on a les deux éléments qui interviennent dans le nom. Catherine Labouret était une fille de la Charité, d'où le nom qui sera donné à l'établissement. Alors, c'est Filles de la Charité. Alors, c'est pas du tout la fondatrice, parce que ça, je l'ai trouvé sur certains documents, la fondatrice des Filles de la Charité. Catherine Labouret a été une fille de la Charité, probablement la plus connue des Filles de la Charité. L'institution des Filles de la Charité, c'est Saint-Vincent de Paul et Cécile de Marillac qui vont fonder en 1633 quelque chose qui existe depuis bien longtemps, depuis le Moyen-Âge. Les Filles de la Charité existent. Simplement, elles s'occupent des malades, elles s'occupent des gens qui vivent dans des situations de dépendance, de maladie le plus souvent, les orphelins, etc. Et elles vont être vraiment structurées par Saint-Vincent de Paul en 1633. Et leur établissement est le grand établissement donc, des filles de Saint-Vincent de Paul est à Paris, où Catherine Labouret va entreprendre son noviciat dans les années 1820. Et alors, pourquoi j'ai mis ces images de Catherine Labouret? D'abord parce que sur la gauche, vous avez un très beau vitrail qui est propriété donc de la ville de Valence, plus précisément, et qui était installé dans les anciens locaux du CCAS de Valence, rue Vernoux, donc en centre-ville, où on avait deux vitraux historiés, un qui était Catherine Labouret, qu'on a ici, et puis un deuxième qui était Louise de Marillac, qui était, la fondatrice avec Saint-Vincent de Paul des Filles de la Charité. Et donc, on voit tout à fait ici, sur la gauche, sur le vitrail, cette main tendue vers un malade qui est alité, et donc on comprend effectivement exactement leur fonction, et on a sur la droite la deuxième image, c'est Catherine Labouret, donc ces petites images pieuses qui circulaient beaucoup au 19e siècle, mais encore largement au 20e siècle. Et sur cette petite image pieuse, vous avez en bas, vous avez la fameuse médaille miraculeuse, puisque Catherine Labouret, en 1830, c'est-à-dire elle n'a pas encore prononcé ses vœux, c'est pendant son noviciat, et à deux reprises, elle a des apparitions de la Vierge, et elle est représentée, vous voyez la Vierge sur le médaillon en haut, elle est représentée avec les mains tombantes et des rayons qui partent de ses mains et qui viennent toucher le globe sur lequel elle est posée. Et ça, c'est une représentation typique des Filles de la Charité. Images pieuses, médailles miraculeuses qui vont beaucoup se développer à partir de cette sainte, Catherine Labouret, qui va passer toute sa vie dans la région parisienne, à Paris, dans la région parisienne, dans l'hospice des Filles de la Charité. Voilà, d'où le nom qu'on va donner à l'établissement qui va se créer à la Baume d'Austin, qui va s'appeler le Sanatorium Catherine Labouret. Voilà. Donc, enfin, le nom commun, le nom usuel, on va dire. Voilà, donc sur la prochaine image, on a la liaison avec ce qu'on a appelé le beau geste d'une Lyonnaise. Donc ça, c'est un article de journal, et vous avez une photo
d'ailleurs du centre tel qu'il était quand il a probablement été inauguré, c'est-à-dire autour de 1953, enfin autour de son inauguration, c'est juillet 1953, hein, donc, mais la construction a commencé en 1949. Alors, cette lyonnaise en question, elle a une demeure au quartier La Forêt de la Baume d'Austin. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en introduction, mais on passe du centre des Baumes à Valence à la Baume d'Austin. C'est marrant hein, comme on se suit là sur les... Donc, ça veut dire qu'il y avait des cavités, hein, puisqu'une baume, c'est une cavité, et puis de l'eau aussi. En général, les baumes, il y a beaucoup d'eau. Alors, cette lyonnaise en question, c'est Madame Simon, Madame Veuve Simon, qui en fait est une fille Laroche, et qui était propriétaire, outre d'une demeure à Lyon où elle vivait avec son époux, mais après la mort de son mari, en 1948, avec sa sœur avec laquelle elle vit, elle a toujours vécu avec sa sœur, hein, elles sont toutes les deux, sa sœur qui n'est pas mariée, donc elles ont vécu toujours ensemble, et elles décident d'entreprendre une grande œuvre. Alors, cette œuvre, elle la veut bien évidemment tourner vers les autres, pas forcément au départ dans le soin, hein, dans la maladie, mais peut-être l'accueil. Hein, ça, elle est très tournée vers ce genre de choses. Donc, elle a plusieurs propositions. Alors, c'est intéressant via les propositions. L'évêque de Valence lui propose de créer un centre d'accueil pour les séminaristes du diocèse. On va lui proposer un centre de colonie de vacances géré par des religieuses de Romans qui cherchaient un lieu pour pouvoir accueillir dans cet espace qui est vraiment très agréable, en pleine campagne, facile d'accès quand même parce que dans la plaine. Donc, elle refuse aussi. Finalement, on lui propose aussi accueil d'enfants, mais comme il y en a beaucoup du côté de Villard-de-Lans dans le Vercors, finalement, elle va s'orienter vers les filles de la Charité et les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Leur œuvre est gigantesque. Hein. Ces sœurs de Saint-Vincent-de-Paul s'occupent d'établissements d'accueil qui accueillent des malades, qui accueillent notamment des sanatoriums, soigner des gens dans des sanatoriums. Et c'est finalement vers cette option qu'elle va aller, c'est-à-dire qu'elle va créer un sanatorium pour femmes et jeunes filles atteintes de tuberculose légère et non contagieuse. Alors ça, c'est important parce que il y a plusieurs appellations du site. Par moment, on voit que c'est un site qui est appelé un site d'accueil de post-cure et non pas sanatorium. Et sur d'autres sites, on voit écrit sanatorium. Alors, sanatorium, ça implique des choses importantes. Ça implique notamment la mise en quarantaine, ça implique la contagion, hein, la question des normes de contagion, ce qui n'a pas été du tout le cas à la Baume d'Austin. C'est dès le départ, il était dit, on veut soigner des gens qui sont en post-cure et ou sont atteints de tuberculose légère, qui fait que c'est non contagieux et qu'on garde quand même une certaine sécurité et qu'on n'est pas contraint à une organisation beaucoup plus lourde. Donc, 1948, c'est la décision. 1949, c'est l'arrivée des 2 premières filles de la Charité à la Baume d'Austin. Le bâtiment n'est pas encore construit, mais la veuve Simon, qui a une belle maison, et ça, j'en reparlerai de la maison, qui a une belle maison sur ce site, eh bien, qu'on appelle une maison de maître. Hein. Elle a une maison de maître avec des hangars, des écuries et puis un grand parc. Hein. C'est à la tradition des maisons de maître de l'époque et du 19e, hein, vraisemblablement. Et elle a 2 religieuses qui arrivent et qui, ces religieuses, vont commencer à s'implanter et travailler avec elle. Voilà. Donc, pour l'image suivante, on arrive directement vers l'inauguration du site. L'inauguration se fait en 1953, même si en 1951, c'est une date importante pour elles, puisqu'elles ont une reconnaissance légale, établissement des filles de la Charité, dont elles sont propriétaires et dont elles sont encore propriétaires. Donc, elles sont propriétaires à partir de 1951 et elles le sont encore aujourd'hui. Donc, on est donc en reconnaissance légale donc, de l'établissement. 51 et 53, c'est l'inauguration. Alors, on a énormément, cette inauguration a été très relayée dans les journaux, beaucoup d'informations qui sont données sur l'importance de cet établissement de cure. Il n'y en a pas dans la région précisément. Cet établissement pourra recevoir jusqu'à 60 malades de 17 à 40 ans, puisque là, il y avait des normes au départ. On les reçoit à partir de l'âge de 17 ans et jusqu'à 40 ans. Très vite, les choses vont changer. Il n'y aura plus de limite d'âge. Mais au départ, c'était comme ça. Bien sûr, exclusivement des femmes. Ce sont des religieuses et elles n'accueillent que des femmes. Donc, et on voit
ces fameuses religieuses sur la photo. C'est peut-être pas, je ne sais pas si vous voyez voilà, elles sont là et elles ont bien le vêtement qu'on a vu sur les images tout à l'heure des filles de la Charité. Elles ont bien la fameuse cornette qui est le propre des sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. Cette cornette qu'on appelait, on les appelait les ailes des anges, les ailes de colombe. Enfin, elles ont eu plein de noms, ces sœurs à cornette. C'était des cornettes amidonnées, hein, et à tel point qu'on se demandait comment, d'ailleurs, elles arrivaient à se mouvoir facilement et à soigner les gens avec cette nuance sur la tête. D'ailleurs, vous allez voir que les photos plus récentes, elles ne l'ont plus. Ça, c'est au moment de l'inauguration, c'était dans les années 1950. Voilà. Alors, la suite, donc, non, reconnaissant, pardon, excuse-moi, Ghislain, c'était avant. Je crois que oui, voilà. Oui, ça y est, c'est fait, excuse-moi. C'est bon, parce que je ne vois pas trop la partie droite parce que je ne sais pas comment enlever la tête de tout le monde. Alors, du coup, je suis échanger l'écran partagé. Non, je préfère pas jouer de ça. Voilà, donc vas-y, mets la suivante. Donc, après 1953, le sanatorium va fonctionner. On a un directeur, un médecin directeur résident qui est assisté par 4 religieuses, par 2 infirmières. Ça, c'est au début, hein, avec un nombre de personnel assez peu important. On va avoir de plus en plus de personnes, les sœurs vont recevoir de plus en plus de personnes plus âgées. Ça aussi, c'est un élément qu'on va retrouver assez fréquemment dans les documents qui nous sont parvenus et les témoignages qui ont été réalisés sur le bâtiment et son histoire. Ce sont à peu près dans les années, juste avant que l'établissement change de destination, donc dans les années 60, on a jusqu'à une trentaine de personnes qui s'occupent des malades. Ce n'est pas beaucoup par rapport au nombre de malades accueillis, de personnes accueillies sur le site, mais beaucoup de religieuses. Et on voit, quand on lit les documents d'archives des années 70, on se rend compte que les religieuses étaient, on va dire, travaillaient après quasiment 11 heures par jour, étaient extrêmement soumises à une vie active assez, très importante, qui va faire que assez souvent on a des mots du directeur et de la directrice de l'époque, un médecin directrice de l'époque, qui dit qu'il y a trop de travail et qu'il est important de pouvoir être aidé, créer des postes, des emplois pour pouvoir aider les religieuses à tenir l'établissement. Les photos que j'ai placées ici sont des photos qui sont plus récentes, qui datent probablement des années 70, hein, donc pas forcément qui datent d'avant la date de 1971. Alors pourquoi cette date de 1971 est particulièrement importante? Eh bien, c'est qu'il va y avoir un changement assez radical dans l'organisation. Mais avant ça, je voudrais juste, pour rappeler, parce que je n'avais pas prévu de le faire, mais pour rappeler ce qu'a dit Ghislain tout à l'heure au Centre des Baumes. Les religieuses, de la même manière qu'au Centre des Baumes, les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, elles avaient aussi une vocation dans ce type d'établissement post-cure à travailler avec les jeunes femmes, puisqu'on a dit qu'au départ, c'était des femmes jeunes qui venaient en priorité se faire soigner suite à leur tuberculose légère, et notamment à être réinsérées dans la vie active de plus souvent, et de donner aussi une activité à ces femmes qui étaient en fin de traitement, elles étaient en post-cure. Donc, j'ai repris un petit article de journal là qui date de l'inauguration, alors qui donne beaucoup de détails sur les salles, qui expliquent qu'il y avait quand même des salles d'isolement. On isolait certaines patientes parce que, bon, il y avait un temps à l'arrivée où il fallait s'assurer qu'elles ne soient vraiment plus contagieuses. Donc, il y avait plusieurs salles, plusieurs types de chambres, des chambres individuelles pour les femmes qui devaient rester seules, celles qui voulaient avoir de la compagnie. Il y avait des chambres à 2, 3, 4 lits, jusqu'à 6 lits. Mais il est dit, cette petite phrase qui est intéressante, une partie spéciale de la maison est affectée au personnel résident. Enfin, des salles de détente, grands et petits salons, bibliothèques, salles de cours ménagers, salles de loisirs sont prévues pour les malades. Donc, on avait bien là également des cours ménagers qui étaient, et ça on le retrouve dans plusieurs, je l'ai vu dans plusieurs articles au passage. On essayait aussi
De la même manière qu'au Centre des Baumes, tout à l'heure le disait Ghislain, mais dans beaucoup d'autres établissements des Filles de la Charité, on essayait de faire en sorte aussi qu'après leur traitement, ces jeunes femmes puissent trouver une place, notamment en vie active, puisque en attendant probablement, on va dire, si on se resitue dans l'époque, de trouver un époux qui voudra bien l'aider à vivre, mais jusque-là, il était important qu'elle puisse avoir un enseignement. Voilà, donc cet établissement va fonctionner avec à peu près 60 malades. On a des chiffres, à peu près 1630 jeunes femmes en post-cure ont été soignées de 1953 à 1971 dans cet établissement de sanatorium. Alors, le nom va changer complètement, bien sûr, en 1971. Pourquoi? Parce que la tuberculose devient une maladie de plus en plus rare. La maison va être donc convertie en maison de convalescence et de repos et elle passe alors à un autre organisme, même si les sœurs restent présentes dans l'établissement, mais elles vont céder la place sur le plan administratif à partir de 1971. Elles cèdent la place à une association qui s'appelle Bien-être et Santé et qui va devenir donc, qui va organiser ce centre médical de convalescence. Donc, dans ce centre médical de convalescence, on va soigner des gens qui sont le plus souvent des post-opératoires, hein, des gens qui sont en post-opératoire, qui ont eu un accident le plus souvent, qui ont des problèmes bien sûr qui sont liés aux articulations et aussi, chose importante, à partir de 1971, petit à petit, le centre va accueillir des hommes. Hein, puisque effectivement ce n'est plus les religieuses qui en ont l'administration à proprement parler, mais c'est l'association Bien-être et Santé. Voilà. Alors ensuite, Ghislain, tu peux passer donc de Bien-être et Santé à l'ADAPT. On va avoir plusieurs étapes. Donc en 1971, donc le centre devient un centre de suite et de réadaptation, ce dont parlait Ghislain tout à l'heure, le CSSR, polyvalent, avec une capacité d'accueil de 60 lits. On a une petite plaquette, hein, vous voyez, j'ai mis la première page de la petite plaquette qui m'a été communiquée par la mairie de la Baume d'Austin, donc le centre médical de convalescence Sainte-Catherine-Labouré, donc on garde le nom hein, quand même, et ces religieuses qui sont toujours présentes, mais qui, à partir de 1971, auront moins d'activités administratives et de gestion. Voilà, et les sœurs vont rester présentes dans l'établissement jusqu'en 1991, qui est le départ des dernières religieuses. Il restait encore 3 religieuses en 1991. Elles étaient encore dans les années 1977, suite à des documents qu'on a pu trouver aux archives diocésaines. Elles étaient un petit peu plus nombreuses, mais toutes étaient âgées, toutes avaient des activités qui étaient beaucoup trop importantes pour elles et pour leur âge, notamment il est dit que la sœur qui avait 69 ans et qui s'occupait du téléphone était en place, commençait son accueil téléphonique à 8 h le matin et le finissait à 9 h le soir, enfin, qui me menait quand même un rythme de vie extrêmement difficile. Donc voilà, à partir de 1991, l'établissement va garder hein, le nom de Catherine Labouré, mais il n'y aura plus de religieuses. Voilà, les 3 dernières religieuses quittent le site en 1991. Et pour terminer dans l'historique un peu de cette histoire, en 2016, eh bien, c'est l'ADAPT hein, qui finalement l'établissement passe à l'ADAPT, Dromardèche, donc le CSSR. Voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire du bâtiment. Maintenant, on va de la structure, on va dire. Maintenant, on va parler du bâtiment plus en détail. Alors, voilà, je trouvais que c'était… Non, voilà, celle-ci, c'était vraiment intéressant. Je voulais quand même rappeler, parce que pour les gens pour les habitants de la Baume d'Austin, et c'est là-dessus qu'aurait été intéressant notre Café Patrimoine, discuter avec des habitants de la Baume d'Austin, puisqu'on pense que beaucoup se rappellent des religieuses qui étaient très présentes dans le village, parce que forcément, on est un petit peu à l'écart du village. Vous avez vu sur la photo au départ, on est un petit peu à l'écart du village, on est à 1 ou 2 kilomètres du village, mais là, on avait une activité débordante des religieuses, parce qu'elles n'étaient pas que
des gestionnaires du centre de sanatorium. Elles avaient aussi toute une activité parallèle. Elles s'occupaient du catéchisme, elles s'occupaient de la vie dans le village, de faire l'arbre de Noël, de collecter des cadeaux pour tous les enfants du village et des cadeaux. Elles s'occupaient de l'école aussi, hein, ce fameux centre d'école ménagère, comme on disait. Hein, c'était elles qui l'organisaient. Elles avaient toute une activité qui était liée à la jeunesse, aux enfants. Et elles ont gardé aussi pendant longtemps, jusque dans les années, à la fin des années 70, des activités de catéchisme et d'accueil des adolescents et des jeunes. Donc, elles ont vraiment marqué l'histoire du village et c'était aussi ce qui nous avait un peu intéressés dans l'idée du café patrimoine, c'était cet échange autour donc des sœurs religieuses qui, vous voyez, avaient adopté un vêtement plus commode pour s'occuper des malades. Voilà. Alors, voilà, le site, moi je vais parler un petit peu plus des bâtiments maintenant, hein, très rapidement, mais pour qu'on comprenne un peu ce site. Vous avez plusieurs, alors on a remis l'image de tout à l'heure où on voit effectivement le village ici et le bâtiment qui se décompose en 3 éléments. Alors on verra qu'il y en aura un 4e un peu plus tard qui va s'installer ici, que l'on voit sur la photo en couleur en bas. Hein. Au total, finalement, ça fait 4 lieux. Vous avez la maison qui est là, le grand bâtiment construit en 1953, un bâtiment construit un petit peu après, et ici, un bâtiment encore en annexe. Donc, voilà, l'image suivante. J'ai repris les images que la mairie de la Bombe d'Ostorm avait fait passer, qui sont très bien faites parce qu'on comprend très bien. C'est parfait d'avoir fait ça. Hein, je les félicite parce qu'on comprend très bien comment fonctionne le site. Vous avez en rouge ici la maison d'origine, qui est la maison de Madame Simon, voilà, de la veuve Simon. Vous avez la vue de cette maison sur la droite et puis en bas, à gauche et à droite. Voilà, une jolie maison de maître qui était installée donc au bord de la route, au bord du chemin, et qui était prolongée, donc plein sud, par ce grand parc qui se dessine là, dont on verra un peu quelques images à la fin. Donc un parc aménagé. Donc dans cette maison, y vivait la famille Simon, bien sûr. Y vivaient les 2 sœurs religieuses venues tout de suite en 1949, là, quand elles avaient pour mission de suivre le projet de construction de l'établissement. Et puis on va y loger ici aussi un des médecins, une femme médecin qui était le docteur Madame Bayot, qui a été médecin et qui va diriger le site pendant pratiquement une 40aine d'années, hein, le docteur Bayot, et qui va vivre aussi dans cette maison, le chauffeur, la cuisinière, bref, cette maison va permettre de faire vivre, d'accueillir, au départ quand il n'y a pas encore le bâtiment construit, mais ensuite va continuer d'abriter des logements pour les religieuses. Alors ensuite, après, l'image suivante, c'est le bâtiment A. Alors le bâtiment A, c'est le bâtiment qui est construit et qui est probablement celui où on voit un peu une image un peu d'architecture. Alors le bâtiment A, lui, il se construit sur un ancien hangar qui était de la propriété. Alors quand je dis sûr, ça veut dire que c'est à l'emplacement d'eux, hein, c'est pas l'ancien hangar a été détruit. Et là, la veuve Simon, qui était lyonnaise, fait appel à un architecte qui s'appelle Louis Mortamet. Et Louis Mortamet, le hasard fait que j'ai pu suivre un cycle de conférences, moi, de Jean-Gabriel Mortamet, qui était le fils de Louis Mortamet, qui, Louis Mortamet, était lui-même le fils de Gabriel Mortamet. Et là, on a toute une série de 1870 à peu près à 2010, on a toute une série de 3 architectes de père en fils. Hein, et Louis est le second, hein, Mortamet, architecte. Il était architecte des monuments historiques. C'est son fils, à Louis, qui sera inspecteur général des monuments historiques. Donc, il a construit plusieurs églises. Il était très, très versé dans l'architecture religieuse, très proche des mouvements religieux. Et c'est lui qui va construire ce site. Alors, vous avez ici la vue nord donc l'entrée où on a un peu ce jeu de lumière et de claire-voie, hein, sur la façade, sur la droite. Un jeu de lumière et de claire-voie ici. Bâtiment qui est en béton, hein, qui est là, le matériau de prédilection effectivement de Louis Mortamet, architecte. Et puis notamment l'église qu'il a construite,
l'église Saint-Charles qui construit à Lyon. Si vous voulez jeter un coup d'œil, la regarder, vous cherchez l'église Saint-Charles construite à l'emplacement juste après-guerre, donc à peu près en même temps, 1950, à l'entrée du tunnel de la Croix-Rousse, puisque l'ancienne église, suite aux travaux du tunnel de la Croix-Rousse, avait été détruite et on avait demandé à Mortamé de reconstruire l'église. Et donc, c'est ce même architecte ici qui était probablement un proche de la famille Simon. Hein, on peut l'imaginer comme ça. Voilà, donc ça, c'est le bâtiment A, c'est le bâtiment qui a été inauguré en 1953. Et en bas à gauche, vous avez la façade sud, où vous distinguez ce qui se perd de plus en plus dans les établissements et dans les maisons privées aujourd'hui. Malheureusement, c'est ces pergolas en béton, vous voyez, hein, ces pergolas à claire-voie en béton avec des colonnes qui donnent tout le charme. C'est tout le charme des années 50, 30, des fois, mais 40, 50 plutôt, 60 au bâtiment. Voilà, alors la prochaine image, on voit là le bâtiment B. Alors là, j'ai une petite réserve historique là-dessus parce que j'ai lu pas mal de choses, j'ai pas encore bien compris, mais il me semble avoir compris que ce bâtiment, d'abord, ça c'est sûr, est construit sur des anciennes écuries et il est construit un petit peu après, hein, puisqu'on dit qu'il a été réalisé en 1958, c'est-à-dire quelques années, 5 ans après le bâtiment A, lui qui a été inauguré en 1953, et qu'il va servir surtout à loger des gens qui travaillent sur le site, et notamment les religieuses qui vont y loger, pas uniquement, il y a les religieuses, il y a le personnel médical, il faut dire aussi, je ne l'ai pas détaillé, mais il y a des assistantes sociales, il y a des kinés, etc. Bon, il y a des corps médicaux différents, certains, beaucoup vont être logés sur place, et puis il y a bien sûr ces religieuses. Il est dit que le bâtiment sera homologué un petit peu plus tard et qu'il sera en réel fonctionnement à partir de 1971. Voilà, ça veut dire qu'il a été construit à la fin des années 50 et il serait en vrai fonctionnement à partir du moment où l'établissement n'est plus sanatorium mais centre de convalescence. Donc là, il y a un petit travail de recherche à mener pour confirmer tout ça, mais ça, c'est donc le troisième élément de construction. Et enfin, alors on voit bien, hein, vous voyez la ligne ici des chambres avec des balcons, chambre avec balcon. Donc bien sûr, on avait. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans le bâtiment A, il y avait aussi un solarium, hein, qui a été détruit au moment où on a dû faire des remises. Des mises aux normes du bâtiment, puisque forcément un établissement de santé a besoin nécessairement d'être mis aux normes régulièrement, et le solarium donc, du bâtiment A a été détruit. Et on voit ici donc, les balcons, chaque chambre avait son balcon. Voilà. Et la suivante, c'est juste la dernière, c'est l'annexe qui a été construite un petit peu plus tard. Vous voyez, on a bien la maison sur la gauche, le bâtiment A qui a été construit, inauguré en 1953, le bâtiment B qui, lui, est un petit peu plus tardif, et puis là, l'annexe qui est une maison, hein, qu'on voit ici sur la photo, qui va servir à loger des gens c'est des logements de fonction, en fait, du site, sur le site de la Baume d'Austin. Voilà. Et je voudrais encore parler d'une chose intéressante. Alors, pour l'image suivante, c'est la chapelle, parce que dans le bâtiment A, et là, vous avez sur la gauche la façade sud du bâtiment A, où on retrouve la pergola en béton à claire-voie. Et vous avez au premier étage, vous voyez des éléments qui sont assez identifiables comme étant un bâtiment religieux. Donc, on a demandé à l'architecte Louis Mortamé de réaliser à l'intérieur du bâtiment principal une chapelle qui est inaugurée au même temps que le bâtiment, donc en 1953. Vous voyez ici, on a 3 ouvertures d'un côté et 3 ouvertures de l'autre, avec sur une façade un petit peu plus large, puisqu'on a des fenêtres géminées partout, sauf ici où on a 3 lancettes, hein, dans l'ouverture. Donc, l'image suivante, on va avoir des vues de l'intérieur de cette chapelle. Alors, à gauche et à droite, vous avez les 2 représentations qui sont les deux statues qui sont encore en place dans la chapelle, qui sont des statues de J.S. Hartmann. Je vais y revenir. Et au centre, vous avez une représentation que je vous ai mise ici, pour exemple, par rapport à J.S. Hartmann, c'est une statue de Bernadette Soubirous qui est à Lourdes. Alors, il se trouve que dans cette chapelle, on a fait réaliser 2 sculptures, donc la Vierge et Joseph à droite, la Vierge à gauche, Joseph à droite,
par Suzanne et Jacques Hartmann. Alors, les Hartmann sont des sculpteurs qui se sont rencontrés dans les années 30 à Paris, au tout début des années 30 à Paris. Ils se marient en 1933 et ça coïncide pratiquement avec leur participation à un concours qu'ils font ensemble pour un monument à Bernadette Soubirous pour la ville de Lourdes et ils gagnent le premier prix. Voilà pourquoi j'ai mis cette représentation de Bernadette Soubirous ici sur la diapositive. Et les sculpteurs Hartmann vont travailler tous les deux ensemble à partir de 1933, la date de leur mariage. Ils travaillent ensemble. On pense qu'on a à peu près, on dit qu'on a à peu près 300 sculptures religieuses qui sont parties de l'atelier, toutes différentes. Des représentations, beaucoup de vierges. Ils ont fait beaucoup de vierges du vœu, notamment, vous savez, ces fameuses vierges du vœu qu'on construit dans la Drôme pour remercier, pour que les villages puissent, les paroisses de la Drôme puissent remercier d'avoir protégé en remerciement de la protection de leur village pendant la guerre, etc. Donc, ces vierges du vœu, il y en a dans plusieurs communes, beaucoup de communes de la Drôme. Donc, ils en ont réalisé un certain nombre. Et puis, surtout, ils ont fait beaucoup d'œuvres, aussi bien pour la France que pour l'étranger. À peu près, on estime à peu près à 300 modèles différents de statues de la Vierge. Donc, les Hartmann ont réalisé les deux sculptures qui sont dans la chapelle de la Baume d'Austin. Ça, c'est vraiment très exceptionnel quand même. Alors, les Hartmann, ils sont installés dans la Drôme. Alors, je ne l'ai pas dit, oui, effectivement. Ils ont bien sûr travaillé à Paris, fait leurs études à Paris, eu beaucoup de succès parisiens, mais ils sont venus s'installer dans la Drôme en 1940 et ils se sont installés auprès des pères spiritains de Saint-Joseph à Alex. Leur atelier était à Alex, auprès des pères spiritains, où ils sont restés pratiquement toute leur vie. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant d'avoir pu conserver ces sculptures dans la chapelle aujourd'hui. L'image suivante montre plutôt une vue globale de la chapelle, pour laquelle il y a eu des travaux réalisés bien sûr de vitraux, et puis un chemin de croix très original, très moderne, où on a ces représentations sculptées sur ce qui pourrait être du laiton. Je n'en suis pas sûre parce que je ne sais pas d'où ils ont été fabriqués encore. J'espère que plus tard, avec les recherches, on pourra trouver où ont été passées ces commandes, où on a donc 14 étapes du chemin de croix. Et vous les voyez, elles sont entre voilà, c'est ici, les étapes du chemin de croix, très discrètes, très sobres. On les voit. Et puis, bien sûr, entre chaque fenêtre géminée, les vitraux. Voilà, sur les deux dernières images, on a la chapelle, donc 13 vitraux. Donc, Ghislain m'a fait un petit découpage de ce qu'on a au centre des vitraux. Ils ont tous la même forme, c'est-à-dire c'est des lancettes avec du vitrail en grisaille et puis un élément figuratif au centre, même si très moderne. Et ici, on a la Trinité avec peut-être, comme ce sont les instruments de la Passion, on s'est dit que ça pouvait être l'éponge imbibée de vinaigre. Ici, on a les clous de la croix. Ici, on a les dés. La tunique du Christ jouée avec les dés. Les poissons. Voilà, il y en a 13 vitraux. Et j'ai mis celle-ci parce que vous avez ici une sœur de la Charité, une fille de la Charité, dans la version, vous voyez, traditionnelle avec la cornette blanche amidonnée. Et ce qu'on ne voit pas, parce que la photo est un peu sombre, mais elle porte une médaille miraculeuse de Catherine Labouré. Et sur cette médaille miraculeuse, il faut me croire, parce que moi je l'ai vue de près, il faut me croire, vous avez la représentation qu'on a sur toutes les médailles miraculeuses de Catherine Labouré, une apparition de la Vierge qui, de chaque main, a des rayons qui tombent sur le globe sur lequel elle est posée. Donc, toujours, bien sûr, le rappel de cette statuette qui rappelle la présence des sœurs des filles de la Charité et de Catherine Labouré. Voilà. Et puis enfin, la dernière chose, je vais terminer avec cet espace absolument extraordinaire qui est le parc, que l'on voit bien sur l'image du haut, sur le travail qui avait été réalisé par la mairie de la Baume d'Austin. Vous voyez, où on a cette ligne de cette grande allée plantée d'arbres qui était le site aussi de promenade des malades qui pouvaient aller prendre l'air, le soleil et le grand air au sein de ce parc arboré naturel qui est effectivement tout à fait extraordinaire dans cet espace.
voilà, donc ce lieu va être effectivement déménagé dans quelques semaines, si j'ai bien compris. Et aujourd'hui, là, je dirais qu'il y a un travail à mener après en concertation avec la ville la commune de la Baume d'Austin pour échanger sur des possibilités de médiation après pour savoir comment le site, quel va être le devenir du site, parce que maintenant c'est bien cette question qu'il faut se poser, c'est quel va être le devenir de ce site. Et c'est une question qui anime beaucoup la commune de la Baume d'Austin, bien sûr, qui travaille et qui a créé un groupe de travail pour essayer d'envisager une multitude de possibilités, de solutions, de propositions pour continuer à faire vivre ce site. Parce que le site de la Baume d'Austin, je pense que dans la région de la Drôme, même si on habite loin de la Baume, tout le monde le connaît, parce qu'on a tous quelqu'un dans notre famille qui à un moment a été en poste, non pas en poste cure de sanatorium, mais maintenant c'est plutôt des gens qui en poste opératoire sont allés en maison de repos à la Baume d'Austin. C'est quand même un site qui est très connu, et puis surtout c'est vraiment ancré dans l'histoire du village, cet épisode qui va de 1950 à 2021, c'est vraiment ancré dans l'histoire du village. Et bien sûr, ça anime beaucoup, je pense, la pensée des habitants de la Baume d'Austin. Voilà, j'en suis venue à bout. Donc, c'est en cours, c'est une recherche qui est en cours, mais voilà. Séverine, je te laisse reprendre la parole. Mais ton bricot est coupé, Séverine, si tu veux parler. Non, Séverine ne veut pas parler. Oui, je le réactive. Si, je veux. Est-ce que ça marche? Oui, Oui. Ça marche. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, voilà. Alors, merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'il reste encore un peu de temps pour quelques questions? On a un petit peu dépassé au niveau du timing, mais qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a des questions, on va y répondre. Bien sûr. On va essayer. Oui. Merci beaucoup, Léon. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai appris énormément de choses sur Valence et sur la Baume d'Austin. Je pensais aux vitraux. Vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Et moi, je n'entends personne. Ah. Je pensais aux vitraux de la Baume d'Austin. Est-ce que ça serait la maison Thomas de Valence? Non, alors je vous assure, je suis assez catégorique parce que j'ai trouvé la signature. La signature, c'est un CJ. Mais je pourrais je l'ai pas mise là, la signature je l'ai là. Il y a un petit, je sais pas si certains d'entre vous connaissent, je l'ai pas retrouvé, moi, bien que j'ai pas mal cherché. C'est un JC, pardon. Je me disais, en disant CJ, je me disais que c'était pas tout ça fait. C'est un JC et c'est un petit coq. Voilà, il y a un J, un C et il y a un petit coq. Ah non, je connais pas. Et on ne sait pas qui est à la. On ne sait pas. Moi, j'ai découvert la chapelle. Je ne savais pas qu'il y avait une chapelle. Et oui, parce que comme elle n'est pas identifiable, architecturalement, elle n'est pas identifiable, la chapelle. C'est vraiment quand on regarde le bâtiment où on voit ces ouvertures un peu différentes des autres, où effectivement on se dit, tiens, ça c'est bizarre, ce n'est pas des ouvertures habituelles de forme de fenêtre. Quoi. Oui, bien sûr. Il y avait aussi une chapelle au centre des Baumes, parce que c'était deux établissements qui forcément avaient une vocation religieuse, enfin, même si la chapelle du centre des Baumes est fin 19e, début 20e. Il y a des photos de la chapelle des Baumes, non? Non, alors elle est, d'un point de vue architectural, elle ne change pas des autres pièces. Elle ressemble, voilà, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de fenêtre particulière, et voilà. Mais c'est l'espace qui servait de chapelle aux personnes en résidence, ou en tout cas en séjour sur le centre des Baumes. Ouais, j'ai bien aimé votre conférence sur les Baumes aussi. Oui.
Très Il y a bien. beaucoup de choses à dire sur les baumes. Celle que vous avez montrée, elle existe toujours, cette fontaine, ou non? Oui, bien sûr. Ah La oui, fontaine Saint-Restitut, et aujourd'hui, devant, il y a le jardin d'ergothérapie. Ah, il faudrait que j'aille voir alors. Voilà, c'est le petit jardin d'ergothérapie qui est devant aujourd'hui. Ah, mais j'ai pas fait attention. Merci. Je vous en prie. Ouais, le docteur Chevandier aussi. Alors, le docteur Chevandier, oui, effectivement, a beaucoup travaillé. C'est un personnage qui est très important pour la reconnaissance de ce travail, donc de l'essence de térébenthine et voilà, des bains thermorésineux. Voilà, il a beaucoup œuvré pour la reconnaissance de ce travail-là, parce que jusqu'à présent, on nous regardait un peu de haut, quoi. Voilà, c'était une pratique du Diwa, et voilà, c'était une pratique faite par les paysans. Donc, ça, voilà, pour les médecins du 19e siècle, c'est pas toujours facile de passer d'un élément pragmatique, d'un soin pragmatique, à un soin plus médical, entre guillemets, ou scientifique. Voilà. Donc, il a beaucoup œuvré avec le docteur Benoît, justement, au transfert du pragmatisme vers le scientifique. Alors, il y avait une question, certaines personnes ont eu des difficultés de connexion. Ce qu'on fera, c'est que de toute façon, il est enregistré. Hein, on l'a enregistré. Ah oui. Donc, dès que possible, parce que bon, faut qu'on regarde la vidéo à quoi ça ressemble quand même, mais on va certainement, voilà, on la mettra en ligne, c'est-à-dire qu'il y aura tout assez rapidement, on vous tiendra au courant sur sa mise en ligne pour que vous puissiez la regarder et à nouveau, ou en tout cas pour ceux qui ont eu des difficultés, voir l'ensemble de la conférence, ceux qui ont été coupés. Et je voulais reparler de Suzanne et Jacques Hartmann. Est-ce qu'il y a d'autres statues sur Valence ou à Alex? Oui, il y en a dans beaucoup d'églises. À Valence, vous avez les sculptures qui sont à l'église Saint-Jean, les sculptures bien sûr modernes, hein, enfin contemporaines bien sûr, qui sont à l'église Saint-Jean. Ah, oui. Ce sont des sculptures d'Hartmann. Les Hartmann, il y a aussi des œuvres d'Hartmann au musée de Valence. Il y a les Vierges du Vœu. Alors, je ne sais plus de mémoire lesquelles sont, mais par contre, je crois que ce sont… Ah oui, si. Ambonil, une des premières d'ailleurs, Vierge du Vœu d'Ambonil. C'est une Hartmann, je crois que c'est une Notre-Dame des Champs. C'est eux qui ont créé le modèle de la Vierge Notre-Dame des Champs qui porte des fleurs, une gerbe. Donc, il y a beaucoup d'œuvres des Hartmann. Oui. C'est eux qui ont fait l'essentiel des Vierges au vœu de la droite. Oui. Voilà, c'est eux qui ont fait la majorité d'entre elles. Ah. Donc, Ambonil, je crois qu'il doit y avoir Chabeuil, il doit y avoir Perru qui est aussi… Non, Montméran, je crois, à Montméran aussi, parce que c'est une Vierge Notre-Dame des Champs, je crois, à Montméran. Voilà, Marche, je crois. Enfin, voilà, on n'a pas révisé, donc vous devrez… Mais ils en fait un grand nombre d'entre elles. Ils sont décédés quand alors? Alors, j'ai cherché là, mais je n'ai pas retrouvé, mais j'aurais pu trouver. Hein, ils sont décédés, je crois que c'est dans les années… oh là là… Je cherche là. Il y a une trentaine d'années, une trentaine ou quarantaine d'années, puisque ils se sont rencontrés ils se sont mariés en 1900. Ils devaient être de 1910 à peu près. Je dirais qu'ils étaient autour de 1910. Et du coup, je pense que oui, ils ont dû il me semble qu'il y a une trentaine d'années, 30, 40 ans. Très bien. Moi, je voulais simplement faire remarquer que autour des années 1850, il y a eu une activité très importante, notamment des Sœurs de la Charité, puisque pratiquement à la même période, s'est créée la TEP. Oui, tout à fait. Avec aussi les Sœurs de la Charité. La TEP qui a été créée en 1856. Voilà, donc il y a eu tout un travail. Et puis, il y a aussi eu une approche à un moment donné avec l'entité bien-être et santé. Voilà. On retrouve avec la TEP la même collaboration, hein, c'est-à-dire la collaboration entre un privé, une famille privée qui en l'occurrence est autrement plus importante que celle des Larnage, avec les Sœurs de la Charité. Voilà. Mais on est sur le même principe, donc c'est un fonctionnement qui et là, alors c'est intéressant parce que, bon, alors peut-être que la bande d'Austin, j'étais plus loin, mais moi je me rappelle des religieuses à la TEP.
Je les revois, hein, les religieuses. C'était, ça devait être dans les années 1970, parce que moi j'avais membre de ma famille proche qui travaillait à la tête et il y avait encore des religieuses. C'était dans les années, à la fin des années 70. Moi, j'ai un document sur la TEP où on voit la photo des religieuses avec les cornettes qui remonte au tout début, quoi. Et là, l'église était construite et c'était une église. Alors là, elle a été très, très endommagée. Enfin, endommagée. Ils ont coupé quasiment, ils ont gardé que le clocher, en fait. Ils ont coupé tout le corps de l'église. Mais l'église était très importante, était très grande. Et là, elle était identifiable dans l'espace puisqu'elle occupait le centre de l'établissement. Et puis, ce que je trouvais moi aussi intéressant, c'est la notion de la façon de soigner en 1850. On était presque des apprentis sorciers, enfin, entre guillemets. À la TEP, c'était le gallium. Là, au Baume, on faisait des essais, quoi. On traitait, certes, mais c'était quand même extraordinaire. Il faut pas oublier que d'un point de vue contexte général, effectivement, c'est à partir de ces années-là que se développe le thermalisme d'une façon générale et où on fait une évolution qui est très importante, c'est-à-dire en matière de thermalisme, que ce soit les bains thermorésineux ou quoi que ce soit, mais le thermalisme en général, où on a une perception différente de l'eau, c'est-à-dire que jusqu'à présent, l'eau qui soigne, elle soigne à cause d'un miracle. Donc, il y a une notion religieuse qui entre. Et il n'y a aucune notion scientifique. Et c'est vraiment le milieu du 19e siècle qui fait rentrer les scientifiques dans l'étude de l'eau. Et donc, effectivement, là, on a les scientifiques qui tâtonnent en la matière, dans ce domaine-là en particulier. Et on le voit même dans la publicité, c'est-à-dire quand on voit la publicité de ce qu'on appelle le tourisme thermal, on voit effectivement que la façon dont ils orientent les choses, c'est une orientation vers une publicité de l'eau et ses propriétés scientifiques. Donc, c'est vraiment la prise en main. Mais cette prise en main, elle n'apparaît qu'au milieu du 19e siècle, pas avant. C'est aussi la période où est apparu Pasteur et ses travaux. On est dans la même, dans la même lignée, dans deuxième moitié du d'ailleurs, du ils sont 19e. en train d'évoquer la nécessité de remise en état de la maison de Pasteur Ah oui. dans le Jura.